Bonsoir, on va commencer. Alors merci d'être venus aussi nombreux ce soir une nouvelle fois pour assister à cette conférence Erzecom. Alors je suis donc Guillaume Barrault, le président de l'association. Je vais laisser la parole à Julien qui va se présenter et vous présenter le déroulé de la soirée. Alors bonsoir à tous, merci d'être venus. Donc je suis Julien Madard, le créateur d'Erzecom. Donc en fait la conférence va se dérouler par la présentation tout d'abord de l'invité par Guillaume. Ensuite on aura une partie débat avec une première partie sur la crise économique, politique économique, crise européenne, et une partie plus digitale dans laquelle je laisserai ma place en fait à Antonin Milza. Alors en fin de conférence vous aurez à poser vos questions donc sur tous les sujets qui vous tiennent à cœur. Et maintenant, je vous prie d'accueillir François Barouin. Merci beaucoup. Donc juste avant de commencer, nous allons reconduire l'expérience Wissembly que vous avez déjà connue pour Xavier Bertrand la dernière fois. Donc je rappelle le principe pour ceux qui ne connaissent pas. Vous pouvez poser vos questions directement avec vos téléphones portables en envoyant, donc c'est écrit ici HTC suivi de votre message au 31035 ou alors en allant directement donc sur app.wissembly.com/HTC et poser vos questions. Et durant toute la conférence, vous pouvez liker les questions posées par vous ou vos camarades qui vous paraissent les plus adaptées au débat pour les poser ensuite à M. Barouin à la fin de la conférence au moment des questions du public. Voilà, je vous remercie. Oui, Monsieur le Ministre, au nom de l'école et au nom de ParisTech, puisqu'ici nous avons des élèves de l'école, mais aussi des élèves des autres écoles de ParisTech, nous sommes très honorés de votre présence. Juste un petit mot, vous savez que l'école est très attachée à la diversité de son recrutement. La dernière fois, nous avons reçu Jean-Luc Mélenchon. Voilà, donc merci en tout cas de participer à cette diversité. Alors François Barouin, bonsoir. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation pour venir vous exprimer ce soir devant les étudiants de l'Union ParisTech. Alors durant une première partie assez courte, on va revenir sur votre parcours, les événements qui ont jalonné votre passé politique. Alors François Barouin, vous avez grandi dans la ville de Troyes, ville dont vous êtes aujourd'hui le maire. Vous suivez vos études supérieures à Paris, loin de Sciences Po ou de l'ENA. Vous obtenez un DESS en sciences de l'information à l'Institut supérieur de gestion, puis un DEA en géopolitique. Alors vous vous lancez très tôt en politique. Jacques Chirac, qui est très ami avec votre père, vous prend sous son aile. Et dès 1993, vous rentrez à l'Assemblée nationale en tant que député de la 3e circonscription de l'Aube. Vous êtes à l'époque le plus jeune député, à 27 ans seulement. Alors par la suite, vous devenez porte-parole de Jacques Chirac durant la campagne présidentielle de 1995. Suite à sa victoire, vous rentrez au gouvernement en tant que secrétaire d'État auprès du Premier ministre et porte-parole du gouvernement Juppé. Là encore, vous êtes à 29 ans le plus jeune de l'équipe gouvernementale. Alors vous ne restez cependant que quelques mois dans cette équipe puisque vous ne survivez pas au premier remaniement, tout comme 8 autres ministres féminines à l'époque, qu'on appelait les Juppettes. Ce qui vous vaudra ce trait d'humour un petit peu jaune, vous direz, on a viré les femmes et les enfants. D'abord. Alors cependant, François Barouin, à notre époque où la communication est de plus en plus importante en politique, vous différenciez consciemment ou non des autres hommes politiques de par votre image. Alors je m'explique, votre image, tout d'abord votre physique, votre gueule d'ange, qui vous permet d'être cité par les magazines féminins comme l'un des hommes les plus sexy dans le paysage politique français. C'est pas moi qui l'invente, hein, c'est ce qu'on peut dire. Alors votre image, votre voix ensuite, une voix très grave, sans variation, une voix de basse, qui pousse certains à vous surnommer le Barry White de l'UMP, alors que vos goûts musicaux vous poussent plus à rapper sur du IAM.
ce qu'on ne vous demandera pas de faire ce soir, je vous rassure. Une voix donc qui envoûte, ou qui déplaît, qui agace, qui plaît. Une voix de radio finalement. On n'est donc pas surpris d'apprendre que c'est à la radio que vous avez fait vos débuts, à Europe 1, entre 1988 et 1992. J'en arrive donc à ma première question. Quelles motivations vous ont poussé à suivre un tel parcours, d'abord dans les médias, puis dans la politique? Est-ce que vous aviez déjà l'idée de faire de la politique quand vous êtes entré à Europe 1? Et donc à notre époque, où l'image, la presse, les médias ont une forte importance sur l'opinion, en quoi est-ce que cette expérience de votre passé journalistique vous aide au quotidien? D'abord, bonsoir et merci. Bon, je pense que vous avez parfaitement résumé ma carrière avec mon organe vocal et bon, on va dire, le regard porté par les magazines People. En tout cas, moi je suis très heureux ici et je démarre avec vous un cycle de conférences sur un livre que j'ai commis qui s'appelle Journal de crise sur l'expérience à Bercy, peut-être qu'on y viendra, mais sur la radio, la voix de radio et le reste. D'abord, pourquoi la radio et comment ça s'est fait? J'ai eu une opportunité de rentrer dans le journalisme qui n'était pas mon métier d'origine. Au départ, je voulais être vétérinaire. Ça n'a aucun intérêt, mais ça m'a tenu jusqu'en terminale. J'étais pas assez fort en maths ni en bio, j'ai pas été pris en prépa bio, et donc il a fallu que je me réoriente. Ensuite, des événements familiales que chacun connaît, ou pas d'ailleurs, enfin peu importe, des circonstances de ma vie personnelle ont fait que j'ai été amené à être repéré par El Kabbach à Europe 1 au cours d'une émission de télévision. Et il a dû se dire, celui-là il va faire les magazines photos, et puis il a une bonne voix pour la radio, donc je vais l'embaucher. C'est pas tout à fait comme ça, mais il m'a proposé un CDD, et donc je suis rentré un peu par hasard, mais ça m'a vraiment intéressé. C'est pour ça que j'ai fait un 3e cycle après de sciences de l'information à l'Institut français de presse. Je me suis passionné pour ce métier. C'est un métier qui pousse à sortir de ses propres centres d'intérêt naturel, qui pousse à s'intéresser au coin de la rue comme au bout du monde, qui pousse également à tout simplement imaginer que ce qui va être en bref page 8 dans le Parisien va faire le 20h 3 ou 4 jours plus tard. Donc ça m'a permis d'acquérir le sens de l'information, une ouverture générale, une curiosité plutôt universelle. Alors la question en quoi ça m'a aidé pour faire de la politique? Sûrement en connaissant un peu les codes du métier, je suis quand même resté 4 ans et demi, j'ai fait un peu tout, les informations générales, jusqu'au service éco pendant 2 ans, service politique et la présentation de journaux, donc ça permet de comprendre comment ça marche, ça permet aussi d'avoir la distance à l'égard du système médiatique. Et ça m'a aidé, comme porte-parole de la campagne de Chirac, à résister à la pression des questions sempiternelles au mois de janvier 1995 sur le thème « Mais quand est-ce que Chirac va-t-il jeter l'éponge ?» 3 mois plus tard, il était président de la République, et donc ça donne aussi un peu de modestie sur l'ensemble de ces exercices. D'accord, donc on continue l'historique chronologique. On en arrive à 2005, vous rentrez au gouvernement cette fois en tant que ministre, d'abord à l'Outre-mer, puis à l'Intérieur en 2007. Où vous remplacez à l'époque Nicolas Sarkozy, qui quitte le gouvernement pour se préparer à la campagne présidentielle de 2007. Alors, j'aimerais vous poser 2 questions relatives à cette période. Alors, d'une part, Nicolas Sarkozy n'a pas vraiment apprécié que vous le remplaciez à l'intérieur. Il aurait dit à votre égard 5 semaines à l'intérieur, 5 ans à l'extérieur, donc en prévoyant déjà de ne pas vous prendre dans sa future équipe gouvernementale, ce qui fut le cas, en tout cas pendant un moment. Donc, simplement, pourquoi cette haine envers vous? Pourquoi c'est vraiment... Je me permets de poser une 2e question sur cette époque, je vous laisse répondre aux 2 comme ça ensuite. Donc, vous êtes petit-fils de gardien de la paix, fils de commissaire de police. Rentrer à l'intérieur, c'est un de vos rêves. Donc, à cette époque-là, vous le réalisez, d'autant plus que vous êtes le dernier ministre de l'Intérieur de l'époque Chirac, votre mentor. Donc, vraiment toute une portée symbolique pour vous autour de ça. Et pourtant, vous savez au moment où vous entrez à l'intérieur que vous n'y êtes que pour 2 mois, soit, on imagine, à peine le temps de prendre connaissance des dossiers. Donc finalement, au-delà de la portée symbolique, à quoi a servi votre passage au ministère de l'Intérieur? D'abord, vous permettre de me poser la question, ce qui est déjà pas neutre, parce que c'est un grand honneur. Ensuite, non, les relations avec Sarkozy étaient des relations compliqué. Il était porte-parole de Balladur quand j'étais porte-parole de Chirac. Il a 10 ans de plus. C'était pas une période où on partait tous en vacances et on définissait 3 ou 4 mois avant le lieu de rencontre. On s'est plutôt envoyé la porcelaine au visage et ça a été une vraie fracture dans la famille de la droite à l'époque en 95. Donc le départ de notre relation a été un peu altéré par le caractère lui-même altéré des relations entre Balladur et Chirac. Et au lendemain de 95, il n'en est pas resté grand-chose. Ensuite, on a retravaillé ensemble.
J'avais été secrétaire général de l'UMP quand il est arrivé président, j'ai été son conseiller politique, on a eu des périodes de crête, des périodes de creux de relations, et c'est vrai que la fin de la présidence Chirac fait que, comme il était candidat à l'élection présidentielle, on savait qu'il allait à un moment ou à un autre quitter le ministère de l'Intérieur. Vous l'avez dit, l'atavisme, l'héritage familial, les raisons d'ailleurs de mon engagement sont aussi liées à l'environnement familial, qui font qu'à un moment je me suis dit, tiens, j'ai envie de donner un peu de sens à mon existence, et j'ai trouvé dans la politique les moyens aussi de sentiment d'utilité, qui fait que dans une famille on parle beaucoup de politique, où le débat des idées irrigue de manière assez vigoureuse l'ensemble de nos dîners en famille, et permet aussi d'animer un peu la construction d'un jeune adolescent, une ouverture sur le monde, une passion pour la France. Et pour l'État, je me suis raconté l'histoire qu'un jour je serai ministre de l'Intérieur. Il y a eu une occasion, j'ai bossé comme un fou pour être un bon ministre de l'Outre-mer, j'ai essayé d'être crédible à cette responsabilité, jamais l'idée d'être le dernier ministre de l'Intérieur de Chirac comme il avait été de Pompidou, j'aimais bien l'idée de succéder à Sarkozy, même si je savais que c'était également une situation qui allait compliquer la suite ministérielle, mais c'était pas grave, ça fait partie des histoires qu'on se raconte dans la vie, je sais pas quelle est la vôtre, je sais pas quelle est la vôtre, mais voilà, c'est pas mal aussi de réaliser un objectif qu'on s'est fixé depuis longtemps. Alors en 2 mois, qu'est-ce qu'on fait à l'intérieur? C'est quand même pas une période neutre, c'est l'élection présidentielle. Il y a des menaces terroristes, la France est toujours sous la surveillance de tout cela, donc c'est quand même une expérience de gestion du stress, d'une responsabilité démocratique puissante d'organiser des élections présidentielles, et dans une maison qui reste quand même la grande maison de l'État, s'appuyant sur les grands flics, les services et la préfectorale, donc on apprend quand même beaucoup en 2 mois. Très bien, donc en 2007, Nicolas Sarkozy gagne l'élection présidentielle. C'est pas vraiment une surprise qui ne vous prend pas dans son premier gouvernement. Vous gardez alors votre liberté de ton, votre indépendance de parole. Vous n'hésitez pas à critiquer par exemple le débat sur l'identité nationale ou encore la nomination par le président de la République du président de l'audiovisuel public. Et pourtant, en mars 2010, Sarkozy vous appelle. Alors au début, vous croyez que c'est pour vous remonter les bretelles un petit peu, et en fait pas du tout. Il vous propose d'entrer au gouvernement, au budget qui plus est, à la place d'Éric Woerth. Alors d'après vous, étant donné donc les différends qu'on a évoqués entre vous et Sarkozy, pourquoi avoir fait appel à vous à ce moment-là pour occuper ce poste qui nécessite une extrême confiance entre celui qui l'occupe et son président? Oui, dans un gouvernement, il y a 2 postes de confiance pour un président, c'est effectivement le budget et c'est aussi l'intérieur. Ce sont 2 postes à responsabilité particulière, mais qui nécessitent, je pense, une vraie confiance. Pourquoi il fait appel à moi? Bon, parce que pendant 3 ans, c'est pas tellement l'indépendance ou le fait que j'avais envoyé quelques pics sur quelques initiatives qu'il avait pu prendre, même si je maintiens que le débat sur l'identité nationale, à quelques semaines des élections régionales, était une mauvaise idée, parce que ça flattait les bas instincts, et d'ailleurs ça permettait de chasser sur le Front National, et donc ça leur a donné plus d'énergie que ça ne leur a retiré. Je maintiens le fait que la nomination par chef de l'État du président de la télé, c'est pas comme si on nommait le patron d'EDF où il y a le nucléaire derrière, c'est pas comme si on nommait le président de la SNCF où il y a des transports de voyageurs, de fret, de marchandises, et c'est quand même aussi l'ouverture de notre territoire géographique. La télé, c'est un truc particulier, c'est des programmes, c'est de l'information. Mitterrand, dans son héritage, avait quand même laissé une ouverture sur les libertés de la presse, il avait créé les hautes autorités, je ne voyais pas très bien comment on pouvait présenter comme un progrès, un recul, de mon point de vue, de plus de 25 ans. Mais bon, c'était la période de la rupture à l'égard de Chirac, des Chiraciens, c'était l'ouverture à gauche, ça n'a pas bien marché, il fallait rassembler la famille. Sarkozy, c'est un immense politique, c'était le chef de la famille gaulliste, et il a voulu rassembler les Chiraciens et les siens pour la deuxième partie de son quinquennat. C'est la raison pour laquelle probablement il a fait appel à moi, et probablement il a fait appel à Juppé quelques mois plus tard. Juppé, moi-même étant dans la géographie de la droite, considéré comme des Chiraciens historiques. Alors dans une optique de rassemblement de la famille donc. Alors au budget, vous attelez à la réduction du déficit national. On peut citer parmi les principales mesures, par exemple, le non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2 partant à la retraite, la réforme du bouclier fiscal, la suppression de différentes niches sociales et fiscales, la réduction des dépenses publiques, entre autres. Nous y reviendrons tout à l'heure pendant le débat. On en arrive à juin 2011, où Christine Lagarde est nommée à la tête du FMI, dans les conditions qu'on connaît. Vous la remplacez au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. Alors certains articles, quelques livres ont fait mention d'une bataille en interne entre vous et Bruno Le Maire, qui était au départ favori pour le poste, que vous avez finalement obtenu. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails sur votre nomination et la véracité de cette bataille en coulisses? Oh, je l'explique dans le bouquin, la succession de Lagarde n'était pas attendue, puisque c'était quand même l'un des grands ronds dans l'eau de l'affaire DSK. DSK parti,
Hollande devient le candidat à la primaire, Christine Lagarde devient patronne du FMI, il fallait bien un troisième enfant à ce couple improbable du côté de New York pour remplacer Lagarde au ministère des Finances. L'histoire est un peu différente, je ne sais pas si elle a beaucoup d'intérêt, il y a toujours un peu de zone de frottement, ce sont des postes à responsabilité importants. Il se trouve que moi j'étais déjà à Bercy, en réalité, je le raconte, les engagements avaient été pris par le président de la République et le Premier ministre, et même on devait tout récupérer, refusionner Bercy, faire un seul ministère des Finances, avec aux côtés du ministre des Finances un secrétaire d'État. Parce que l'ambiguïté dans ce ministère qui est assez puissant, et surtout en période de crise, c'est qu'il y avait deux ministres, un du budget et un de l'économie des finances, qui sont indépendants hiérarchiquement l'un de l'autre. C'est pour ça que ça a toujours été compliqué lorsqu'il y a deux ministres de plein exercice. Donc l'idée était de tout rassembler sous mon autorité. Moi j'étais concentré dans le mois qui a précédé cette nomination à la réforme fiscale, donc j'ai passé mon temps au Parlement. Les engagements avaient été pris, je ne m'y suis pas arrêté, et puis il y a eu quelques petits tours de passe-passe, pas très graves, et au final, le président a tenu ses engagements vis-à-vis de moi. D'accord, on n'en saura pas plus. Donc c'est déjà pas mal. Non, on vous a soupçonné de... Enfin, certains ont dit que vous avez fait du chantage au gouvernement en disant c'est soit l'économie et les finances, soit rien, soit je quitte. Oui, enfin bon, certains, c'est ceux qui voulaient la place. Mais vous pouvez assurer la promotion de quelque chose qui n'existe plus. Ensuite, ce qui est vrai, c'est que ce sont des postes de confiance et que le métier politique, vous avez pu vous en apercevoir, est un métier où le rapport de force, parce qu'il est public, en plus donne une dimension supplémentaire. Et comme je n'étais pas demandeur de revenir au gouvernement, que Sarkozy m'a appelé, qu'on a bien fait ce travail, que c'est un homme qui comprend non pas les rapports de force, on n'établit pas de rapport de force avec le président de la République, mais on doit travailler sur ces postes-là, et surtout dans la période qu'on a eu à traverser, en totale confiance. S'il ne m'avait pas nommé, compte tenu des 18 mois passés, c'est que je ne méritais pas sa confiance et que je n'avais pas de raison de rester au gouvernement, puisque en réalité, j'avais déjà fait mon travail. Très bien, donc vous récupérez donc l'économie et les finances. Vous récupérez avec ça le dossier brûlant de la Grèce. Donc les plans de sauvetage se succèdent, une période très tendue. On y reviendra plus en détail tout à l'heure durant le débat. Avant cela, j'aimerais vous poser une dernière question. Donc après avoir évoqué tout votre parcours, votre passé, une question sur votre présent et peut-être un petit peu votre futur. Donc suite à la défaite de Nicolas Sarkozy en 2012, vous avez vertement critiqué la ligne directrice dictée par notamment Patrick Buisson. De la même manière, durant la campagne pour la présidence de l'UMP, vous avez critiqué la droitisation de Jean-François Copé, notamment en étant très, très critique face à ces anecdotes du pain au chocolat notamment. Finalement, François Baroin, êtes-vous encore en phase avec cette UMP qui a porté près de 30% de ses suffrages à la motion La droite forte, portée par Guillaume Pelletier et Geoffroy Didier Donc êtes-vous encore en phase avec cette UMP-là? N'avez-vous pas d'autres ambitions pour votre carrière personnellement et pour vos idées? Vous qui, si je ne me trompe pas, avez remporté toutes les élections auxquelles vous êtes présenté. Bon, je vais essayer d'aller à l'essentiel pour faire très court. Dans le livre, je fais juste un petit passage en conclusion sur effectivement les raisons de la défaite. La raison essentielle de la défaite de Sarkozy, c'est quand même à plus de 80% la crise qu'on a traversée et qui a dominé tout son mandat. C'est très difficile de gagner une élection présidentielle avec 30 000 chômeurs en moyenne de plus par mois, et ça durait déjà depuis plusieurs mois. Après, il y a eu des choix tactiques, je ne porte pas de jugement, j'ai été membre de son gouvernement, même si quand j'étais dans la majorité, je me suis séparé de lui sur quelques sujets, j'assume tout le mandat. Mais on a été battu à toutes ces élections. Le livre lui rend hommage, et je l'espère, au regard de l'histoire économique, le remettra à sa juste place aux côtés de Mme Merkel pour avoir défendu et soutenu l'euro et l'avoir probablement préservé. Et donc, moi, je suis très fier d'avoir appartenu à son gouvernement, je suis très fier d'avoir travaillé avec lui, je suis très fier sérieusement de ce que l'on a fait. Après, c'est un choix démocratique, les Français ont tranché, ils ont choisi François Hollande comme nouveau président de la République. Maintenant, je ne sais pas ce que ça veut dire, la droite forte, la droite sociale, la droite républicaine, la droite complexée, décomplexée. Moi, je suis un mec de droite, issu plutôt d'une famille de gauche, j'avais un grand-père qui était militant socialiste, je n'ai jamais eu de complexe à être de droite, je suis attaché à la liberté, la règle, il n'y a pas de liberté sans règle, donc je suis gaulliste, le gaulliste naturel sur le rôle et la place de l'État, le pacte républicain, l'ouverture de la France dans le monde, et puis un pragmatisme économique adapté à l'évolution du monde, qui est celui d'une globalisation. Donc toutes ces appellations contrôlées ou pas contrôlées, peu importe,
L'UMP, dans son histoire et sa construction, est la réponse qu'a voulu Chirac au soir du premier tour de l'élection présidentielle, lorsque Le Pen et l'extrême droite ont été présentes dans un pays comme la France. Donc la réponse politique de la droite et du centre, ça a été le refus des extrêmes. Et c'est une réponse politique pour dénoncer les extrêmes. Et donc on ne doit pas, à l'UMP, s'éloigner du centre de gravité constitutif de l'esprit du pacte des fondateurs. Et c'est la raison pour laquelle, oui, tout ce qui me semble aller dans le sens de flatter les bas instincts ou de passer du populaire, qui est la colonne vertébrale de l'UMP, à du populisme, que ce soit du national-populisme avec l'extrême droite ou du social-populisme avec Mélenchon, pardon, après tout il a parlé avant, donc je peux bien m'exprimer là-dessus aujourd'hui, et on s'est retrouvé sur d'autres estrades, font partie des éléments qu'il faut que je reste en politique et que je combats, parce que je pense que c'est une erreur, et j'ajoute sur le plan tactique, déplacer le centre de gravité, mécaniquement ne fait que donner de l'élan à des opposants politiques. Ils ont leur projet, c'est le leur, je le respecte, mais je le combats, et en plus libère un espace au centre qui permet à une social-démocratie en France portée aujourd'hui par Hollande, à la fois d'être au pouvoir aujourd'hui, et peut-être, si on s'y prend mal, de prospérer à l'avenir. Mais justement, ce déplacement de centre de gravité de la droite, comme vous l'avez dit, l'a laissé une place pour l'UDI d'émerger. Est-ce qu'avec vos valeurs gaullistes, vous vous sentez pas plus proche d'un Jean-Louis Borloo aujourd'hui que de l'équipe de Jean-François Copé, Nadine Morano, Guillaume Pelletier, etc. Bon, chacun son parcours, moi je respecte tout le monde, mais je veux dire, heureusement l'UMP ne se résume pas aux personnes que vous venez de citer. Sinon le spectre électoral serait extrêmement étroit, il faut dire les choses. L'UMP, Sarko a fait 25-26, c'est beaucoup, mais ça ne fait pas une majorité dans le pays. L'UMP c'est un immense parti de gouvernement, on a dirigé le pays pendant 10 ans. Et auparavant, l'UMP vivait sous la forme du RPR, donc de l'affiliation gaulliste. C'est un immense courant de pensée politique depuis l'après-guerre, essentiellement depuis le général de Gaulle. Et donc on a vocation à rassembler les Français. On ne rassemblera jamais les Français sur une base électorale aussi étroite. J'ajoute que ces poussées ou ces saillies publiques sur tel ou tel sujet ne permettent pas ensuite, parce que ça hystérise la société sur des sujets par ailleurs essentiels, d'aborder les problématiques aussi importantes que la lutte contre les fraudes, que la problématique de la maîtrise de l'immigration, que la problématique du développement économique de manière harmonieuse, etc. etc. Donc je ne suis pas centriste, je ne l'ai jamais été, je ne le serai jamais, je suis gaulliste, on est au moins plus de 50% à l'intérieur de l'UMP à défendre cette ligne, et puis si d'aventure on était minoritaire sur cette ligne, on se battrait à l'intérieur pour devenir majoritaire. L'histoire nous donnera raison, la crise favorise ces poussées d'extrême, donc la réponse qu'on doit apporter, elle est presque moins politique qu'économique, et c'est là-dessus qu'on doit travailler. Très bien, François Borin, je vous remercie pour cette introspection dans votre passé. On va maintenant passer au débat. Je vais laisser la parole à Julien et Loïc. Encore une fois, merci. Merci à vous.